Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour le petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis comme chaque semaine heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 42e épisode du podcast. Alors je suis ravi d'échanger avec vous et je voulais faire un petit clin d'œil à Nadia qui de Suisse m'indiquait: j'ai découvert tes podcasts il y a pas longtemps mais je trouve vraiment génial. Les thèmes abordés sont variés et ça permet de voir les choses autrement. Étant moi-même une coureuse depuis pas tant longtemps, donc merci pour ton travail. Alors merci Nadia pour ce commentaire. Chaque semaine, je suis effectivement au rendez-vous et comme pour la course à pied et l'entraînement, depuis l'été dernier, pour le podcast, il n'y a pas de place à la procrastination. Donc vos messages, vos retours, épisode après épisode, m'aident à avancer mais aussi à progresser. Alors n'hésitez pas à partager le podcast sur vos réseaux, dans vos stories et puis rejoignez-moi sur Instagram, Facebook, @à côté de mes pompes, vous le trouverez, je pense, assez facilement. Et si vous êtes équipé d'un appareil Apple, laissez-moi 5 étoiles et un petit commentaire. Cela, tout d'abord, me fera énormément plaisir, mais cela permet au podcast d'être encore plus visible. Alors, côté agenda, c'est toujours les vacances pour moi, avec une semaine avec beaucoup de bricolage à la maison, donc des vacances actives, mais également sportives. Alors, la semaine dernière, j'ai vécu une semaine d'entraînement un petit peu bizarre, pas beaucoup de jambes, un souffle qui était relativement court, et samedi, une séance de piste qui s'est faite sans jus. J'avais les jambes qui étaient restées dans le canapé et à la maison. Par contre, le lendemain, jambes totalement légères, et j'ai pris part à une petite course, la Virtual Squad Race, organisée donc par la marque de chaussures On. C'est cette marque de chaussures avec des petits plots. Vous verrez, si vous allez sur internet, vous trouverez facilement cette marque. Alors j'ai contribué à ma manière, en mode footing amélioré, à l'équipe mise en place par Pascal du magasin Running Conseil à Orléans, dont je suis l'ambassadeur. Donc c'était un bon galop pour me dégourdir les jambes retrouvées après cette séance fantôme de samedi dernier sur piste. Bon, parfois, faut pas trop chercher d'explications et on fait mieux la fois d'après. Voilà tout simplement cette forme qui est parfois un petit peu fluctuante. Alors au programme de ce nouvel épisode, nous allons parler de performance avec un expert en la matière. J'ai eu l'immense plaisir, comme pour chacune de mes interviews, d'échanger avec Jonas Foro. Au-delà d'être un sportif accompli, Jonas est l'entraîneur national de l'équipe de France de course d'orientation, un sport un petit peu confidentiel mais qui tend à se développer. Après des études en STAPS, Jonas a effectué un stage dans un laboratoire consacré au sport au Canada. Et cette expérience l'a complètement transformé. De retour en France, un constat lui saute aux yeux, c'est qu'aucune structure de ce genre n'existe pour accompagner les sportifs. Dans la pétillante ville de Grenoble, qui regorge de nombreux talents, c'est ainsi qu'est né Sport Testing, un laboratoire itinérant pour accompagner les entraîneurs, les sportifs dans leur pratique au quotidien, tout en ayant un regard sur la psychologie et la physiologie. De la VMA à la VO2 max, en passant par la glycémie ou par des tests cognitifs, de nombreuses études peuvent être réalisées pour permettre aux sportifs d'horizons divers de mieux se connaître. Alors je vous laisse en compagnie de Jonas, un expert de la performance au service des sportifs. Bonne écoute à vous! Bonjour Jonas, merci d'être l'invité aujourd'hui du podcast. On va parler sport, running et performance. Alors je vais te laisser te présenter façon état civil, c'est assez classique. On reviendra ensuite sur ton parcours personnel, tes études, et puis on abordera ce que tu as créé, cette entreprise qui s'appelle Sport Testing et qui permet aux sportifs d'évaluer leurs performances et peut-être de les améliorer également. Bonjour à toi. Donc moi, je suis Jonas Foro. Je suis né dans le Jura à Saint-Claude et j'ai 25 ans actuellement et je vis actuellement à Grenoble. Au niveau de ton parcours scolaire, est-ce que tu peux brièvement nous rappeler quelles sont tes différentes phases du collège au lycée et ce que tu as fait après pour arriver aujourd'hui à cette entreprise liée à la performance? Alors moi, j'ai passé toute mon enfance finalement dans le Jura, donc à la montagne, à la fois entre montagne, course à pied et ski, on va dire. Donc j'ai appris à skier très jeune également. J'ai passé donc mon collège, mon lycée dans le Jura. Et ensuite, j'ai atterri à Grenoble donc
en STAPS, première année où je savais pas vraiment dans quoi je voulais me diriger. Je voulais me diriger vers les métiers du sport. Et j'ai finalement continué vers la licence, vers les licences STAPS, où j'ai réalisé finalement une licence entraînement. Et puis ensuite un master entraînement. Et après ce master entraînement, je voulais vraiment m'intégrer dans une structure sportive, dans quelque chose comme ça, et plutôt dans de la gestion de projet, finalement dans peut-être un peu du management, des choses comme ça. Et donc j'ai continué mon projet scolaire avec un master entrepreneuriat à GEM, à Grenoble École de Management, où je suis fraîchement diplômé depuis samedi. Voilà pour mon parcours scolaire. Et je suis également, j'oublie de le dire souvent, je suis encore étudiant, je suis étudiant entrepreneur. Voilà, donc j'ai aucune charge de cours, mais j'ai toujours le statut d'étudiant. Alors, dès ta jeunesse, c'était vraiment le sport qui t'animait pour avoir justement, dès l'après-lycée, cette volonté de mener des études en lien avec la filière STAPS et ensuite le côté entraîneur. On verra que c'est quelque chose de très présent chez toi, malgré ta jeunesse, malgré tes 25 ans. Exactement. Alors moi, j'ai toujours été de tendance très curieux vers les aspects scientifiques, etc. Par exemple, quand j'étais petit, j'étais vraiment fan de l'émission C'est pas sorcier. Je loupais aucun épisode et j'essayais de mettre en pratique des choses, etc. chez moi. J'avais la chance de pouvoir faire ça à la campagne. Donc c'est vrai que c'est venu assez jeune. Après le lycée, j'avais vraiment un choix qui était soit partir finalement vers la filière STAPS. J'avais un très bon niveau au lycée, soit de partir vers la filière STAPS. Pour des métiers du sport directement, ou soit de partir vers des études d'ingénieur avec une prépa, etc. De nature un petit peu justement, en termes d'efficacité, j'ai voulu me diriger plutôt vers STAPS en me disant la prépa, ça va être long, ça va être encore beaucoup de travail, etc. Bon, finalement, après 6 ans d'études, donc ça n'aurait pas changé grand-chose, la prépa et l'école d'ingé, on va dire, et STAPS. Mais en tout cas, j'ai toujours été attiré par ces aspects scientifiques, cet attrait scientifique, et toujours par le sport, parce que je pratique le sport depuis tout petit. Je suis passé par plein de sports, mais j'ai gardé comme fil rouge surtout l'athlétisme que j'ai pratiqué. Ça fait un peu plus de 15 ans que je pratique l'athlétisme, donc ça fait vraiment longtemps. Et également comme fil rouge, le ski de fond, le VTT, des sports de pleine nature comme ça, qu'on peut pratiquer facilement, on va dire, dans le Jura. Donc un côté nature qui t'anime avec cette régionalité, hein, ce Jura qui est au cœur de tes racines. La course à pied, quels sont tes premiers souvenirs de course à pied? Est-ce que tu as intégré un club? Est-ce que c'était des courses un petit peu loisirs? Toi qui es curieux et qui es dans la performance maintenant, est-ce que c'était déjà le cas quand tu étais enfant? Alors, mes premiers souvenirs de course à pied, ça remonte au cross. En fait, il y a un cross dans mon village qui s'appelle Prat. C'est le cross de la passerelle, parce qu'il y a une passerelle qui traverse la grande route. Et donc, c'est les premiers souvenirs, c'est ce cross de la passerelle qu'on faisait vraiment tout petit. Dès la maternelle, on faisait ce petit cross. Le parcours faisait même pas 500 mètres, d'après mes souvenirs. Et c'est vrai que chaque année, j'ai dû peut-être manquer une édition de ce cross de la passerelle. De mes toutes petites années maternelles à encore maintenant, je fais du coup le grand parcours qui fait 12 km. J'ai manqué finalement aucune ou peut-être une édition, et je prends toujours autant de plaisir à courir ce cross-là. Et je pense que c'est à partir de là aussi qu'est née cette envie de compétition. Je suis un compétiteur dans l'âme, j'aime pas être pas performant, et j'aime pas forcément perdre. Malgré finalement cette présence de la compétition chez toi, tu t'es tourné rapidement vers le côté entraîneur. Comment c'est venu? Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que tu as une spécificité, c'est d'être l'entraîneur national de l'équipe de France de course d'orientation. Alors, comment c'est venu et comment on devient entraîneur national? Alors, donc c'est un petit peu particulier. Comment c'est venu? C'est venu de manière, on va dire, c'est pas le hasard, c'est jamais le hasard, c'est jamais de la chance. C'est toujours, on provoque toujours ce hasard, cette chance. Après avoir quitté donc le club de Saint-Claude, je suis arrivé au club de Grenoble en athlétisme. J'ai toujours voulu un petit peu entraîner. Donc, dès que je suis arrivé à Grenoble, j'ai commencé à encadrer les écoles d'athlé. Très rapidement, je me suis aperçu que encadrer les écoles d'athlé, ça n'allait jamais être un métier professionnel, en tout cas à Grenoble. Et donc, on avait un stage à faire en deuxième année. Ce stage-là, normalement, on devait le faire dans notre club.
Et moi, j'ai dit, ben non, je le fais pas dans mon club. Un stage, pour moi, qui n'emmène pas vers une profession où je peux me professionnaliser, ça sert à rien. Donc là-dessus, j'ai cherché un peu des moyens de stage, etc. J'avais 2-3 contacts dans le Jura au niveau de la course d'orientation, François Gonon notamment, qui est entraîneur de l'équipe suisse maintenant, et qui m'a dit, ben contacte Olivier Coupa, qui est responsable du pôle France de Saint-Étienne en course d'orientation. Peut-être que ça peut l'intéresser. Je l'ai contacté ce jour-là et c'était une semaine après qu'ils perdent leur prépa physique. Enfin, leur prépa physique a arrêté. Et finalement, je suis tombé dans le bon timing. Donc, ils m'ont pris en stage. La première année, j'étais en stage avec le pôle France, le pôle France Élite. La deuxième année, je suis arrivé, donc j'étais préparateur physique au pôle. Maintenant, j'ai le statut d'entraîneur au pôle, le statut de préparateur physique aussi à la Fédé. Maintenant, je suis dans les entraîneurs nationaux. Donc, en fait, il y a un fonctionnement assez particulier avec la fédération. C'est que chaque catégorie a un entraîneur national qui est finalement un sélectionneur, un entraîneur qui va encadrer les athlètes pendant les stages, qui va encadrer aussi lors des sélections, etc. Et finalement, il va avoir des entraîneurs dans des structures comme moi au Pôle France et qui vont être des personnes ressources. Et donc, moi, finalement, j'entraîne 12 athlètes à l'année avec Olivier Coupa qui s'occupe plus de la partie plutôt technique, orientation, et moi qui m'occupe plutôt de la partie physique, planification, etc. Plein de choses qu'on fait justement à deux, qu'on fait avec justement, on s'entend super bien avec Olivier, c'est ça, on fonctionne super bien ensemble. Et donc finalement, on a suivi tous les athlètes. Actuellement, les athlètes qui sont justement en équipe de France, c'est des athlètes que je suis principalement, la plupart en tout cas. Est-ce que tu peux préciser, parce qu'on ne l'a pas évoqué, en quoi consiste la course d'orientation? Est-ce qu'il y a un lien avec la Fédération française d'athlétisme ou est-ce que c'est une fédération qui est vraiment à part et un petit peu confidentielle? Alors, c'est une fédé qui est à part. C'est une fédération qui compte à peu près un peu plus de 10 000 licenciés. Je crois que je me trompe pas trop dans les chiffres. Donc, c'est une fédération à part de la Fédération française d'athlétisme. C'est un sport vraiment à part entière. C'est un sport qui est à la fois mental et à la fois finalement physique. Parce qu'on doit à la fois finalement s'orienter et courir. Donc, c'est un sport qui est hyper intéressant sur les aspects cognitifs, sur les aspects psychologiques, sur les aspects mentaux, sur les aspects de fatigue mentale, sur les aspects également de décision, de stratégie et également sur les aspects physiques. Et donc, qui demande finalement un entraînement assez différent d'un entraînement en athlétisme, mais il y a des similitudes, etc. Et donc, c'est vraiment pour ça que je suis arrivé aussi au pôle. Olivier, en recherchant un nouveau préparateur physique, recherchait justement quelqu'un qui vienne pas forcément de la course d'orientation, pour amener finalement quelque chose de nouveau, quelque chose un peu une vision nouvelle de ce sport-là. Et finalement, quand je suis arrivé vraiment sans a priori, sans trop connaître le sport. J'en avais fait un petit peu au lycée, j'étais passé par des essais dans des clubs, etc. Mais je pratiquais pas la discipline. Et finalement, c'est en analysant, c'est en allant avec eux en forêt. J'ai réalisé des entraînements où, par exemple, ils étaient avec la carte, ils couraient et moi je les suivais pour me rendre compte de l'effort que c'était d'être dans la forêt en train de courir. Donc c'est une discipline qui est en train de monter petit à petit. On en parle de plus en plus. Elle est de plus en plus pratiquée dans les écoles, dans les lycées, dans le collège. C'est une discipline qui est à la base familiale, mais il y a un gros aspect compétition, il y a un gros aspect aussi haut niveau. Et finalement, malgré que ça soit une petite fédération, il y a des budgets vraiment optimisés sur le haut niveau. Chaque entraîneur est conscient justement que le moindre sous compte et du coup, tout est donné pour la performance de l'athlète. Et je trouve ça vraiment finalement efficace et hyper bien pour les athlètes. Et est-ce que c'est un sport que tu pratiques toi-même pour les avoir côtoyés, pour avoir accompagné ces sportifs? Est-ce que tu as pris le virus et que tu as maintenant cette passion également de la course d'orientation en marge de ta pratique de l'athlé? Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, ce qui me plairait, ça serait de pratiquer à haut niveau. Et je sais très bien que si je me mets à la course d'orientation maintenant, je pratiquerai pas à haut niveau. Et du coup, je serais peut-être un peu frustré. Enfin, je sais pas, mais je me suis jamais vraiment dit je vais aller pratiquer la course d'orientation, etc. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est d'analyser plutôt les besoins de la discipline pour eux. Et forcément, si moi je la pratique,
j'aurai une image un peu biaisée de ce que demande la discipline parce que je vais pas finalement réaliser les mêmes choix stratégiques qu'eux sur la carte. Je vais pas emprunter les mêmes itinéraires qu'eux. Et donc, je vais avoir une image un peu biaisée de ce qu'est la discipline. Je vais dire, bah, par exemple, c'est une discipline où 100% du temps, tu cours sur le chemin. Parce que moi, ça se trouve, naturellement, je vais emprunter les chemins, alors que finalement, les athlètes, de 90% du temps, ils sont pas sur des chemins. Donc, c'est pour ça que je m'interdis pas d'en pratiquer, etc. Mais voilà, j'ai pas forcément envie de la pratiquer aujourd'hui. Donc, jurassien de naissance, on est plus orienté vers le trail que vers la route, je pense. Si on devait faire un petit point sur ta carrière et tes chronos, tes courses, tu es peut-être plus sur le trail que sur la Et- piste. Exactement, j'ai envie de dire même plus sur le cross. Moi, c'est vraiment ça qui m'a bercé. Je pense que mon objectif, ça a toujours été une chose, c'est de me qualifier au championnat de France chaque année. Il y a des années où c'est passé à côté, il y a des années où ça a bien coché, il y a des années aussi où j'ai réussi à être assez performant au championnat de France, pour mon niveau, bien sûr. Mais donc voilà, c'était vraiment plutôt le cross. Et après, c'est vrai qu'aussi, quand je suis venu à Grenoble, bah, finalement, qui est, contrairement à ce qu'on pense, une ville très plate, je crois que c'est une des villes les plus plates de France, avec beaucoup de montagnes autour, mais une des villes les plus plates de France. Finalement, je me suis mis aussi à courir un peu sur route. Du coup, j'ai quelques références sur route, sur 10 km. Je crois, il me semble que je dois être pas loin des 34 minutes ou quelque chose comme ça. Et sur cross, alors, j'ai pas les résultats exacts. Il me semble qu'une année, j'ai dû faire dans 250 aux France de cross. Voilà, ce qui n'est pas du haut niveau, mais ce qui est un niveau interrégional, on va dire. Et est-ce que, comme de nombreux sportifs qui sont passés par le podcast, tu as besoin d'un objectif pour performer? Est-ce que c'est vraiment la compétition? C'est un peu la question récurrente. Est-ce que la compétition t'anime pour te donner les moyens de réussir, ou est-ce que ça te dérange pas de courir sans qu'il y ait vraiment un phare qui brille au loin et qui soit la compétition? Alors moi, ouais, j'ai besoin de la compétition. J'ai besoin de la compétition, j'ai besoin du challenge. J'ai envie de dire, je suis assez souvent justement dans la compétition. C'est aussi pour ça que j'ai fondé Sport Testing. On en parlera un peu plus tard, mais c'est vraiment d'être ouais, dans des objectifs de compétition finalement, où je me retrouve. Je me retrouve dans se valoriser par rapport à un résultat, par rapport à un chrono, par rapport à des choses comme ça, plus que me valoriser par rapport à un défi personnel. Le fait de monter en haut d'une montagne va pas forcément me faire plus plaisir que ça. Par contre, de monter le premier va me faire très plaisir. Donc voilà, c'est un petit peu ces aspects-là qui vont m'animer aujourd'hui. Et aussi, j'ai envie de dire, c'est ces aspects-là qui me font m'entraîner. Et ces aspects-là qui me font aussi parfois ne pas participer à des compétitions. Par exemple, typiquement en ce moment, je sais que je suis pas forcément je reviens de blessure, je suis pas en grande forme physique. Il y a des petits tests qui sont organisés à l'entraînement. J'ai pas forcément envie d'y participer parce que je sais que je vais pas avoir un super niveau et que j'ai pas envie d'être ridicule, quoi. Et ce côté compétiteur, est-ce que dans ta fonction d'entraîneur, ça ressort? Est-ce que c'est ce que tu insuffles à tes athlètes, ou est-ce que tu es sur une philosophie un petit peu autre quand tu coaches? J'ai envie de dire oui. Après, la compétition en course d'orientation, c'est un peu particulier, mis à part justement les nouvelles disciplines qui sont par exemple le chaos sprint, où tu vas être en confrontation avec les autres. Et finalement, c'est une compétition où, certes, il va y avoir un classement final, mais tu vas courir tout seul. C'est un contre-la-montre, en fait, sur la plupart des disciplines. Donc, finalement, tu es en compétition contre toi-même. Donc ça, j'essaye vachement de les challenger là-dessus, d'être en compétition avec eux-mêmes, finalement de dépasser leurs limites à eux avant de vouloir dépasser les limites des autres. Et oui, certes, on fait aussi des séances où ils sont en compétition entre eux, mais on essaye, j'ai envie de dire, je garde ça aussi avec parcimonie. Par exemple, typiquement, quand on va faire une séance VMA à 90% de la VMA, certes, en fait, il y en a qui vont être assez faciles dans la séance, et il y en a qui vont pouvoir finalement suivre les personnes qui sont assez faciles en se mettant dans le rouge, mais du coup qui vont pas respecter les allures de séance. Donc j'ai envie de dire compétition à l'entraînement, ça peut toujours avoir ses limites. Voilà. Alors,
très jeune, finalement, tu es passionné par l'entraînement. Tu le disais, hein, être curieux, d'aller pousser vraiment tes recherches pour comprendre comment fonctionne tel ou tel aspect de la performance sportive. Petit à petit, l'idée a dû germer puisque aujourd'hui, tu as fondé donc une entreprise qui s'appelle Sport Testing. Est-ce que tu peux revenir sur ce cheminement? Est-ce que c'est venu il y a longtemps? Est-ce que c'est quelque chose qui est très récent? Comment l'idée a germé et quel est le concept de Sport Testing? Alors, j'ai envie de dire que l'idée peut-être a germé depuis pas mal d'années finalement, mais il y a eu un élément déclencheur. Donc, l'idée a germé. J'ai toujours été quelqu'un à la recherche un peu de la performance. Je m'en rappelle notamment les premières années où je suis arrivé à Grenoble. Je mettais les bas de contention, j'essayais de me faire des automassages. Je mettais aussi des crèmes de récupération, des choses comme ça. Donc, j'essayais vraiment d'optimiser finalement ma performance. Je faisais des bains froids, des alternances bains froids, bains chauds. J'essayais des choses, etc. J'ai aussi finalement tout de suite, je me suis rapproché du haut niveau pour voir ce qui se passait, pour voir qu'est-ce qui mettait en place dans la performance. Donc, ça soit au niveau à la fois sur le comment dire, sur le dans la course d'orientation, mais aussi dans d'autres disciplines, notamment dans le ski. Donc, j'ai eu une expérience aussi dans le ski où j'ai eu la chance de travailler au Centre national d'entraînement de ski nordique de Prémanon, aux côtés de pas mal de monde, où j'ai réalisé finalement un travail pas forcément d'accompagnement sportif, mais d'optimisation finalement des installations sportives pour les sportifs et pour les entraîneurs. Donc là aussi, c'était quelque chose qui m'animait, d'aider l'entraîneur, d'aider le sportif à s'améliorer. Ensuite, j'ai réalisé en dernière année de master une expérience au Canada dans le laboratoire de recherche de l'Université de Calgary, où j'ai finalement compris quelle était la science du sport là-bas. Quels étaient les aspects de la science du sport, des aspects que j'avais jamais vus et jamais développés en France. Donc vraiment, là-bas, j'ai appris en 6 mois, plus qu'en, j'ai envie de dire, en 3 ans, 4 ans ici en France. En plus, je passais mon temps au laboratoire, j'avais pratiquement aucun loisir. Je faisais course à pied, labo, course à pied, labo, et je dormais. C'était vraiment ça mon emploi du temps. Donc c'était vraiment génial cette expérience, et ça m'a apporté cet aspect vraiment plus scientifique de pointe sur de la physiologie, sur des choses comme ça. On accompagnait notamment des sportifs de très haut niveau. On accompagnait l'équipe nationale chinoise olympique de patinage de vitesse sur des aspects physiologiques, sur des aspects aussi musculaires, finalement sur des aspects de performance. Et en rentrant en France, après cette expérience-là, j'ai rediscuté avec Mélissa qui est aujourd'hui justement mon associée, qui était une amie qui était en licence avec moi à Grenoble, qui a passé 1 an en Grenoble en L3, et on a rediscuté un petit peu ensemble. Elle revenait en fait d'une expérience aux États-Unis, une expérience qui était basée justement, pareil, dans un laboratoire, sur de la performance, comment optimiser la performance. Et donc, quand elle est rentrée, tout de suite, elle a dit, mais en fait, c'est ouf ce qui se passe aux États-Unis. Tu trouves pas, il y a vraiment peut-être quelque chose à faire en France qui pourrait ressembler à ça, etc. Et j'ai envie de dire, ça a été vraiment le déclic. Elle est venue me proposer ce projet-là, elle est venue m'en parler, et j'ai dit, allons-y, quoi. Et depuis, on n'a pas cessé de développer l'idée, et on est passé par plein de moments, par plein de hauts, de bas, etc. Mais finalement, l'idée de base, la nature du projet, elle part vraiment de ça, de ce constat-là, de dire, OK, on revient d'une expérience, moi au Canada, elle aux États-Unis, qui était vraiment incroyable en termes de performance sportive. Pourquoi on ne mettrait pas en application ce qu'on a appris là-bas en France? Parce qu'on n'a pas trouvé finalement de choses similaires en France, quoi. Alors, ce constat-là sur ce qui se passe outre-Atlantique, alors Canada, États-Unis, Guillaume Adam, que tu connais, hein, de Run Motion, avait également la même vision, c'est-à-dire que aux États-Unis, quand on parle sport, ça plaisante pas, et le côté scientifique, le côté performance est vraiment au cœur de la pratique. Donc ça agit comme un révélateur chez vous. Et en combien de temps, parce que là on est en 2021, le projet remonte vraiment dans ses balbutiements à combien d'années, combien de mois?
Alors, j'aimerais revenir sur un truc qui est hyper intéressant, c'est-à-dire que tu as dit que là-bas, l'aspect scientifique, ça faisait partie de la performance. Et c'est vrai. En fait, là-bas, il y a vraiment cette culture-là de dire ben, l'entraîneur, il va bosser avec le scientifique. Et en France, il va y avoir une espèce de bataille entre les deux pour savoir qui est le meilleur, à prouver un petit peu les choses entre ben, moi, j'ai raison parce que scientifiquement, c'est comme ça. Ouais, mais moi, j'ai raison parce que sur le terrain, c'est comme ça. Justement, dans la culture anglo-saxonne, c'est pas du tout ça. Peut-être que ça vient aussi des Jeux Olympiques de 2012 où, par exemple, en UK, au Royaume-Uni, 8 ans avant, ils ont obligé des scientifiques à travailler dans des fédérations. Ils ont dit bon, bah, on vous refile les meilleurs scientifiques et vous allez travailler avec eux, vous n'avez pas le choix. Et finalement, bah, on en ressort un très bon résultat en 2012. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le point de départ de se dire, bah, finalement, l'aspect scientifique est trop peu utilisé en France. Il y a trop d'aspects empiriques, finalement. L'entraîneur se base sur son expérience personnelle pour mettre en place des plans d'entraînement, ajuster les plans d'entraînement, se base sur ce qu'il voit, mais oublie finalement ce qui n'est pas visible. Et finalement, ce qui n'est pas visible, parfois, ça peut être des indicateurs hyper importants dans la performance. Voilà. Après, pour en revenir un petit peu à la timeline, ta question de base, je suis désolé, je m'écarte un petit peu. Donc, je suis rentré en juillet 2019 et donc en septembre 2019, j'ai commencé, comme je disais tout à l'heure, le master entrepreneuriat à Grenoble École de Management. Et c'est à ce moment-là que Mélissa est venue me voir. Et donc, on a commencé à discuter. Et à la base, l'idée, c'était vraiment d'ouvrir un centre de la performance à Grenoble. Donc, vraiment, ça, c'était vraiment l'idée de base. On s'est dit, mais vas-y, on va ouvrir un centre de la performance à Grenoble. Il y a le bassin d'athlètes, etc. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, du coup, on a fait toutes les recherches nécessaires là-dessus. On a eu un petit coup d'arrêt en février. En fait, sur ces aspects-là, on a rejoint l'incubateur de GEM. On a amené notre projet entrepreneurial complètement qui se ficelait bien. Finalement, on avait des accords avec l'université également, STAPS qui nous accompagnait. Et en février, elle a reçu une demande de son laboratoire aux États-Unis pour lui demander de revenir en tant qu'employée. Et elle pouvait pas refuser, quoi. C'était l'offre de sa vie, etc. Elle était trop déçue de revenir en France, etc. Donc, elle a accepté. Mais comme on sait tous, en mars 2020, il y a quelque chose qui est arrivé en France qui s'appelle le Covid, qu'on connaît tous maintenant. Et ça a déjoué un petit peu ses plans. Donc, dans un premier temps, elle a essayé de continuer de partir. Puis, en parallèle, elle continuait un petit peu à bosser sur le projet. À la base, ça s'appelait Human Performance Lab. Donc, le HPL, le Human Performance Lab, parce que c'est le nom, en fait, finalement, de mon laboratoire à Calgary et de son laboratoire. On avait le même nom de laboratoire. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas faire le même nom en France. Et à ce moment-là, en septembre, en mars, finalement, moi, je me suis dit, le projet tout seul, etc., c'est peut-être un peu dur. Je vais essayer de trouver quelqu'un, quoi. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui serait OK pour continuer l'aventure avec moi. Et en recherchant, j'ai demandé à un de nos fournisseurs, notamment à Johan de M-Training, qui m'a dit, mais en fait, moi, j'ai une demande comme ça sur Grenoble il y a 2 ans. Il voulait acheter du matériel de testing. Va le voir. Il s'appelle Damien Padilla. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Damien Padilla. Et depuis, en fait, on s'est plus quitté avec Damien. C'est-à-dire qu'on est tombé vraiment sur des mêmes qui est préparateur physique, lui, qui est vraiment sur des mêmes thématiques d'entraînement, qui est même vraiment sur la même philosophie d'entraînement. Et donc, on a continué le projet de création de centre avec lui jusqu'en avril, mai. Et en fait, en mai, on s'est dit, mais le Covid, c'est lui même qui a eu la présence d'esprit. D'ailleurs, il est toujours aussi bon dans ces aspects de prévision. Je pense que c'est l'expérience qui veut ça. Il m'a dit, le Covid, ça va durer encore paquet de temps. Et il faut pas qu'on crée une salle. Parce que la salle, en ce moment, qui va ouvrir une salle de sport en temps de Covid? Et à mon avis, ça aurait été la plus grosse erreur qu'on aurait fait. Il m'a dit, mais en fait, moi, les sportifs, globalement, il avait des sportifs. Il me dit, mais en fait, moi, j'ai bien envie qu'on aille les tester sur le terrain. Et c'est là qu'est partie l'idée de laboratoire itinérant, d'analyse de la performance. C'est d'aller vraiment sur le terrain tester les sportifs. Et finalement, c'est une raison plus avec le Covid à la base qui nous a poussé là-dessus. Et après, dans un aspect logique, en parlant avec les entraîneurs, qui nous a dit, mais en fait, pourquoi faire des tests en labo quand on peut faire des tests sur le terrain?
quand on peut analyser spécifiquement la discipline. Et finalement, ça tombe sous le sens. Donc, on a développé vraiment ces aspects spécifiques à la discipline, vraiment spécifiques au terrain à ce moment-là. Ensuite, Mélissa a bien compris qu'elle n'allait pas retourner de sitôt aux États-Unis et donc a dit finalement, je rejoins la team. Et c'est à peu près au même moment où on a changé de nom. Le Human Performance Lab, on nous a dit un nom en anglais, un nom qui sonne, on comprend pas trop ce que ça veut dire. En plus, HPL, on l'appelait. Voilà, ça fait trop laboratoire scientifique, etc. Ça fait trop un peu guindé. Et finalement, pourquoi pas, on faisait du test, on faisait des sports, on a dit pourquoi pas sport testing. Et donc, on a appelé sport testing. Et c'est à ce moment-là, finalement, qu'on a commencé l'aventure sport testing en juin 2019. En juin 2020, pardon. Et à ce moment-là, on a commencé les tests. Donc, on a fait petit à petit des tests, comité Haute-Savoie d'athlétisme, la team Panis Racing, également des pilotes du 24 heures du Mans, des pilotes de Dakar en quad avec Alexandre Giraud. Finalement, on a fait pas mal de tests, des athlètes aussi dans l'athlétisme, des athlètes grenoblois avec Félix Perrier. On a commencé aussi des petits suivis d'études avec Naïs, des petits suivis aussi avec Quentin. Ça s'est vraiment fait, on va dire, naturellement à ce moment-là. Et on s'est dit, on se met à fond jusqu'en septembre. Et en septembre, on voit où en est sport testing et on choisit si on continue ou pas. Et en fait, en septembre, on était à 100% dedans et on s'est dit, voilà, il n'y a pas de regret à avoir. On était en discussion avec des grandes équipes, on était en discussion avec pas mal de sportifs, en discussion avec plein de choses. On s'est dit, mais si on est en discussion avec eux, c'est qu'il y a un réel besoin. Donc aujourd'hui, allons répondre à ce besoin-là. Et ça a commencé comme ça. Donc, on a rejoint finalement, il y a eu toute l'aventure entrepreneuriale, on a rejoint des incubateurs, on a rejoint aussi des accélérateurs. Actuellement, on est au Village Baïséa à Grenoble, donc un accélérateur de start-up. On a eu tout cet aspect aussi innovation sur finalement aller chercher plus loin que le testing, mais aller chercher dans l'analyse de données, mettre des algorithmes en place, du machine learning avec le côté scientifique. On a aussi Jules, notre ingénieur, qui a rejoint l'équipe à ce moment-là, qui est lui sur l'analyse des données, l'analyse statistique, etc. Cette logique de big data qu'on veut monter ensemble pour finalement aider à la performance de l'athlète. Tout ça, ça s'est tout fait en même temps. Et là, on arrive à un point où, en décembre, on crée l'entreprise Sport Testing. Et là, au bout de 4 mois d'existence, Sport Testing, c'est des tests internationaux, c'est des tests avec des fédérations, c'est des tests avec des sportifs de très haut niveau qui vont faire les Jeux Olympiques. Donc voilà, on est très fiers de ça. Mais c'est une longue aventure. Je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Je pense que je vais m'arrêter parce que ça va saouler un peu les gens. Alors c'est très intéressant et cette fibre entrepreneuriale qui colle finalement à ta passion du sport, je pense que tu as touché du doigt quelque chose que tu n'aurais peut-être pas pensé quand tu étais jeune étudiant. Mais aujourd'hui, Sport Testing s'adresse à qui et sur quel champ de compétences? C'est-à-dire, on parle de performance. Quels sont les domaines que l'on peut expertiser? Est-ce que pour moi, sportif lambda, comme j'aime m'appeler, je peux faire appel à Sport Testing pour évaluer mes performances? Alors déjà, il faut rappeler ce qu'est Sport Testing finalement, parce que je ne l'ai peut-être pas décrit. Sport Testing, donc c'est le premier laboratoire itinérant en France dédié à la performance sportive. On pourrait même dire en Europe, parce que finalement, il n'y a pas de laboratoire itinérant en Europe. Donc Sport Testing serait le premier également aussi. Dédié à l'amélioration de la performance sportive pour les sportifs à la base de haut niveau, les sportifs professionnels. Mais également, on a une offre également sur les amateurs, sur les sportifs amateurs. Notamment, on va faire des tests dans des clubs un peu plus amateurs. On va faire des clubs, dans des tests finalement pour un public, on va dire, toujours compétiteur. L'objectif reste la compétition et l'amélioration de la performance. Mais aujourd'hui, on va avoir justement finalement pas mal de demandes chez ce sportif-là. Et on va tâcher de la répondre le mieux possible en organisant des sessions tests dans des différentes villes. J'en profite pour faire un petit appel justement à différents magasins de sport, autre chose comme ça, qui voudraient aussi nous accueillir pour des sessions tests. Voilà, c'est vraiment notre objectif de s'associer avec ces magasins-là pour organiser un test sport testing en lien avec ce magasin de sport. Il y a aussi tout l'aspect finalement de comment on va faire, quels sont les tests, etc.
Nous, aujourd'hui, on propose un laboratoire itinérant qui va à la fois s'adapter aux sportifs et s'adapter au sport. Comme je le disais, aujourd'hui, on pratique nos tests dans plein de sports. Le sport automobile, le patinage, le bobsleigh, le foot, le rugby, le cyclisme. L'escalade, parce que tu étais en test et en retour de test juste avant l'enregistrement de l'épisode, donc c'est très varié finalement. L'escalade. Exactement, c'est très varié et à chaque fois on s'adapte aux problématiques. On s'adapte aux problématiques à la fois cognitives, psychologiques, musculaires et physiologiques. On a des batteries de tests finalement sur tous ces facteurs-là, des tests finalement de très haut niveau, des tests avec des valeurs nouvelles, avec des valeurs de référence aussi nouvelles qu'on accumule petit à petit pour finalement donner encore plus d'informations aux sportifs. Et aujourd'hui, donc on va rendre vraiment après la réalisation de ce test-là, tout équipé avec les capteurs, etc., on va avoir un processus qui va nous amener à la rédaction d'un bilan, un bilan de test qu'on va rendre aux sportifs avec lequel on va discuter et qui vont finalement avoir tous ces aspects recommandations, interprétation des données sur le bilan qui vont permettre finalement de booster la performance du sportif. Donc, il y a toute une pédagogie pour transmettre, une fois le recueil des données brutes, transmettre à l'athlète, transmettre à l'entraîneur vos conclusions, tes conclusions. Donc, cet héritage et ce bagage, on va dire, physiologique, anatomique que tu as pu avoir avec le STAPS, là, t'aide justement pour permettre de comprendre toutes ces données. Exactement. J'ai envie de dire aussi le rapport humain que j'ai aussi à la course d'orientation m'aide là-dessus à discuter plus facilement avec les athlètes, etc. Certaines fois, on pourrait être impressionné parce qu'on rencontre des athlètes olympiques, on rencontre des athlètes plutôt connus, etc. Au final, on reste assez neutre, on reste assez professionnel quand on est face à ce genre d'athlète, ce qui est vraiment essentiel pour moi pour réaliser une bonne performance de test. Et donc le processus qu'on va mettre en place, pour te décrire un petit peu, c'est l'entraîneur qui vient nous voir, qui nous demande, OK, je veux réaliser des tests avec vous. Qu'est-ce que vous me proposez comme test? On lui demande également ses besoins. Quelles sont les choses qu'il aimerait finalement analyser? Quelles sont les choses qu'il aimerait pas analyser? Par exemple, il va nous demander, il y avait un entraîneur qui nous a demandé quelle va être la perte de vitesse de mon athlète sur un 100 mètres dans les 30 derniers mètres. Voilà, et pourquoi? Donc ça, on est capable de l'analyser et de dire pourquoi, etc., d'amener des justificatifs. Et donc, on a fait un test finalement assez complet en lui donnant ces indications-là et donc avec un bilan qui va être adapté à cette réponse-là. Ce bilan-là est rendu souvent, on va dire, entre 48 heures, sous les 48 heures pour le sportif amateur, on va être sur des protocoles de test assez standardisés. On va être sur un peu moins d'une semaine pour du sportif professionnel. On peut être également beaucoup plus réactif suivant les tests, suivant les demandes des entraîneurs, suivant pas mal de choses, suivant le nombre de personnes dans l'équipe qu'on met aussi là-dessus. Et après une semaine dans la foulée qu'on rend le bilan, on va avoir un échange avec l'entraîneur et même toute l'équipe technique parfois et l'athlète, où on va finalement discuter du bilan. Comme je l'ai fait juste avant, justement, comme je parlais avec l'athlète en escalade, il y avait toute son équipe, tout son pool technique, prépa mental, préparateur physique et entraîneur, et l'athlète, où on discutait du bilan, on discutait des éventuelles pistes d'amélioration. OK, le bilan, il dit ça, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux transposer finalement dans mon entraînement? Comment je le fais, etc. Nous, par exemple, on va dire, techniquement, il va avoir un profil force-vitesse plutôt orienté vitesse. Ça pourrait être intéressant de s'entraîner plutôt en force. C'est un exemple parmi d'autres. Du coup, on va avoir une discussion avec l'entraîneur. OK, comment on peut mettre en place un entraînement en force? Comment on va le mettre en place? À quel moment? C'est vraiment cet échange-là, finalement, qui va créer la richesse et répondre aux besoins de sport testing. Et cet échange-là, on l'a à la fois avec le sportif amateur, à la fois avec le sportif professionnel et le sportif de haut niveau. Donc, c'est hyper enrichissant pour tout le monde. Alors, quand tu parles de laboratoire itinérant, le matériel, il représente quel encombrement? C'est-à-dire, si demain, je dois faire un test avec vous, qu'est-ce qu'on peut me mettre comme capteur, comme appareil pour évaluer certaines performances et quel
quels indicateurs justement? Est-ce qu'on va étudier le souffle? Est-ce qu'on va étudier la glycémie? Enfin, comment ça se présente concrètement? Alors concrètement, comme je le disais, on va s'adapter au sport. Donc, on va mettre des capteurs différents suivant les sports. Les capteurs sont souvent le plus petit possible. Le capteur le plus lourd finalement qu'on va avoir, c'est le Metamax. Donc, c'est un capteur qui va mesurer les échanges respiratoires. Donc, on connaît par exemple la VO2 max, les seuils, etc. Celui-ci, ça va être le plus lourd. Il va peser 1 kg qu'on va ajouter sur la personne. Mais sinon, les autres capteurs vont peser quelques grammes, etc. Et vont pas être une gêne à la performance. Voilà. Nous, ce qu'on essaye, c'est de s'adapter à la discipline sans la dénaturer. Et aujourd'hui, donc, c'est ce qu'on arrive à faire avec nos capteurs, avec nos analyses. Les capteurs vont être différents suivant les sports. Typiquement, sur des sports plutôt à dominante aérobie, on va essayer justement de mesurer les échanges gazeux. Sur des sports également, on a fait aussi les échanges gazeux sur des sports automobiles, par exemple, où on avait une demande des entraîneurs de dire quelle va être la demande énergétique de cette pratique-là. Et nous, on peut le répondre avec un outil. Il y a un autre entraîneur qui me dit quelle est l'angulation la plus efficace pour un saut ou pour un sprint ou autre chose comme ça. Pour cet athlète-là, hop, on va mettre des capteurs de position, des accéléromètres, des choses comme ça, pour justement mesurer les différentes angulations, les différentes accélérations angulaires, les choses comme ça, pour répondre à l'entraîneur. Et ça, toujours dans un objectif, finalement, c'est de construire un peu le mode d'emploi du sportif, mais pas le mode d'emploi du sportif en général, c'est le mode d'emploi de ce sportif-là. C'est-à-dire que nous, nos données, contrairement à ce que peut faire un livre, par exemple, sur l'entraînement, un livre sur l'entraînement, il va conseiller, par exemple, de dire il faut augmenter la VMA. Pour augmenter la VMA, il faut faire telle séance, etc. Finalement, il prend des constats généraux qui sont sortis d'études scientifiques où il y a une étude de 20 athlètes qui sont étudiés. S'il y en a 19 qui réagissent comme ça, alors bingo, tout le monde fait comme ça et ça va marcher. Nous, on est vraiment sur l'individualisation, c'est-à-dire que nos tests, on les fait avec l'individu. Si l'individu a ces réponses-là, alors c'est son profil physiologique à lui. Il devra faire un plan d'entraînement sûrement individualisé pour ses compétences. Et c'est vraiment ça qui va être hyper intéressant. C'est cet aspect individualisation, finalement, mode d'emploi. J'aime bien utiliser ce mode-là. C'est Mélissa qui l'utilise souvent, qui dit on construit un mode d'emploi du sportif. Et finalement, c'est ça. C'est comment fonctionne le sportif, quels vont être ses points forts, ses points faibles, mais surtout aussi quels vont être les facteurs d'entraînabilité de ce sportif-là. Voilà. C'est un facteur qu'on oublie souvent, le facteur d'entraînabilité. Je ne sais pas si peut-être il faut que je le définisse. Ouais, si tu peux définir, parce que c'est intéressant, mais je pense qu'il y a besoin de simplifier ou d'expliciter. Alors, le facteur d'entraînabilité, c'est quelque chose qui est hyper intéressant. C'est quelque chose que j'ai découvert au Canada. Pour moi, quand j'étais en France, il fallait travailler ses points forts, travailler ses points faibles, et j'avais pas cette notion d'entraînabilité. La notion d'entraînabilité, c'est de dire si je vais travailler ce facteur-là de performance pendant 2 semaines, est-ce que je vais progresser? Si je vais le travailler pendant, si par exemple je veux travailler ma VMA pendant 6 mois, je travaille ma VMA, mais qu'au bout de 6 mois je progresse pas sur ma VMA, il y a 2 solutions. Soit c'est que c'est pas un facteur entraînable chez moi, donc c'est-à-dire finalement il faut que je trouve un moyen d'augmenter ma performance par un autre facteur. Ou il y a une deuxième solution, c'est que mon entraînement n'était pas adapté pour entraîner ce facteur-là. Voilà. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper important et qu'on va voir avec les tests. Si on fait des tests régulièrement justement dans la saison, on va pouvoir voir si l'entraînement a été efficace et si l'entraînement, quel rôle il a joué. Je vous cite un exemple. Au Canada, quand on avait justement, on faisait 1 mois d'entraînement, un test. 1 mois d'entraînement, un test. Et il y avait des sportifs, ils avaient fait de l'entraînement en vitesse. Et l'entraînement en vitesse avait fait progresser chez 2 sportifs le seuil anaérobie. Alors ça, c'est un peu curieux parce qu'il n'y a aucune étude qui le montre, etc. Et en fait, on avait dit, si ça marche chez les 2, continuons à le faire pour les 2. Mais par contre, les autres, on ne continue pas à le faire. Enfin, c'est cette démarche-là de voir quel curseur augmente, quel curseur diminue. Et moi, pour la performance, j'ai besoin que tel curseur il soit haut, celui-ci aussi. Et finalement, l'entraînement que je vais mettre en place, c'est pas forcément l'entraînement que je vais trouver dans la littérature, mais c'est l'entraînement qui convient à mon sportif. Donc, c'est ça le facteur entraînabilité, c'est de dire, je vais entraîner les facteurs entraînables.
Je vais pas entraîner les facteurs dont il a besoin ou ses points faibles. Je vais entraîner finalement les points où il peut le plus progresser. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau aujourd'hui dans l'entraînement. C'est une notion assez nouvelle scientifique. C'est des choses où il y a des recherches. Dans le foot, notamment, ils sont assez avancés, notamment avec les aspects génétiques qui sont très importants dans ces aspects d'entraînabilité. Et donc, c'est des choses sur lesquelles nous, on est potentiellement en recherche et sur des choses sur lesquelles on accompagne l'athlète et l'entraîneur, notamment en faisant des tests régulièrement. Et à quel rythme, justement, les gens vont vous solliciter? Est-ce que, comme aux États-Unis, vous avez prévu avec les athlètes que tu peux suivre actuellement des phases de tests tous les mois, tous les trimestres pour évaluer justement ces facteurs qui, en fonction des athlètes, vont être différents, mais pour noter la progression? Ça va dépendre des sports. Ça va dépendre des sports. Il y a des sports où on va être sur du one shot, c'est-à-dire qu'on va être sur du test de pré-saison où ils veulent finalement établir un bilan de pré-saison. Donc ça, c'est leur choix. On va avoir des tests finalement qui vont être, on va avoir par exemple des clubs de sport collectif qui nous demandent d'intervenir 2 ou 3 fois par an à des moments clés de saison, etc., pour voir dans quel état sont les joueurs, comment ils peuvent se développer sur ces aspects-là. Et on va avoir aussi des demandes qui vont être finalement plus régulières, 2 mois, etc. Tous les 2 mois, par exemple. Là, on teste une athlète qui va participer aux Jeux Olympiques en escalade. On réalise des tests. On a réalisé un test il y a 3 semaines. On va réaliser un test potentiellement normalement mi-mai. Donc voilà, on est sur un rythme plus régulier pour finalement voir est-ce que l'entraînement efficace que je mets en place, quel facteur de progression je fais progresser. Parce que elle, aujourd'hui, et même tous les athlètes, dans l'athlétisme de manière générale, si demain je fais 35 minutes en 10 km et que dans un an je fais 35 minutes en 10 km, ça veut dire il y a plein de gens qui vont dire que j'ai le même niveau. Moi, je vais pas dire que j'ai le même niveau. Il y a sûrement plein de choses qui ont fait que j'ai fait le même chrono. Mais par contre, j'avais obligatoirement pas les curseurs de performance au même endroit. Et ce qui est important, c'est de savoir comment évoluent ces curseurs de performance et pas forcément comment évolue ma performance finale. Parce que la performance finale, c'est le résultat en compétition et c'est ça qui va avoir une importance, mais c'est pas ça qui doit guider forcément l'entraînement. Alors, sur un sportif de haut niveau, bon, c'est son job. Il a, on va dire, les moyens ou du moins le staff pour, entre guillemets, s'entourer et avoir quelqu'un qui va suivre cette performance-là. Pour un sportif amateur, est-ce qu'on peut porter un crédit à ces indicateurs que j'ai ma montre là à côté de moi? Est-ce que la VO2 max, la fréquence cardiaque qu'elle peut m'indiquer, ce sont des choses sur lesquelles on doit s'attacher ou est-ce que c'est vraiment à prendre avec beaucoup de recul? Toi, l'expert dans la performance, quel est ton avis? Alors, faut savoir que tous les indicateurs qu'on retrouve dans les montres, dans les téléphones, dans tous ces appareils-là, à chaque fois qu'ils nous donnent un indicateur mesuré, typiquement la VO2 max, il a aucun moyen de la voir en direct, le téléphone ou la montre. Donc ça, c'est un facteur qu'il a extrapolé d'une donnée. À partir du moment où ils vont extrapoler une donnée, ça veut dire qu'ils vont utiliser les algorithmes pour l'extrapoler et donc des moyennes. C'est-à-dire qu'ils vont faire une étude scientifique sur 20 personnes et ils vont dire, OK, si je cours à tant de kilomètres/heure et que j'ai tel facteur, du coup, j'ai une VO2 max à tant. Mais ça, en fait, c'est vrai dans la moyenne, mais c'est pas vrai forcément sur le terrain. Donc, je dirais d'être assez méfiant sur ces indicateurs-là. Les montres sont très utiles. Moi, j'utilise tous les jours une montre dans l'entraînement, mes athlètes aussi, dans le suivi d'entraînement. Par contre, les facteurs extrapolés, les facteurs de forme physique, les facteurs de… Même il y a des données de HRV, de variabilité cardiaque qui sont analysées automatiquement, des données de VO2 max, des données même de glycémie, des données de consommation calorique, etc. Il faut savoir que ces données-là sont finalement, à chaque fois, elles sont fausses en fait. Il faut partir du constat qu'elles sont fausses et que c'est des moyennes. Donc, certes, j'ai perdu 1000 calories. En fait, finalement, oui, j'ai perdu à peu près 1000 calories. Mais en fait, peut-être que j'en ai perdu 1500, peut-être que j'en ai perdu 500. Ça, personne, à part la mesure, justement, soit de laboratoire, soit nous, ce qu'on propose,
finalement, on n'a aucune manière d'être certain de cette donnée-là. Donc, c'est une donnée qui peut être pertinente dans l'entraînement, mais typiquement, le fait de voir sa VO2 max augmenter sur la montre ne veut pas dire que dans la réalité, elle augmente. C'est-à-dire que c'est récurrent, tu vois, sur des forums, sur des groupes Facebook. Enfin, moi, je suis sur le groupe Garmin. Les posts où les gens disent: ah là là, j'ai gagné 1 point de VO2 max, j'en ai perdu 2, je suis plus en forme, comment faire pour gagner 1 point? Ça tourne en boucle, mais tu l'as dit, c'est plutôt gadget. Alors, comment on peut est-ce que tu aurais, toi, une astuce pour mesurer son état de forme sans avoir toute cette batterie de tests? Est-ce qu'une VMA, on peut l'estimer? Je sais que j'ai fait un demi-Cooper il y a quelques mois pour estimer mon niveau de forme. Est-ce que ça peut être pertinent, ou est-ce que tu as d'autres petits outils pour les auditeurs à leur transmettre? Alors, il faut savoir que tout test bien réalisé régulièrement, peut être un bon indicateur. Le test VMA, par exemple, peut être un bon indicateur. Le test VMA est un bon indicateur si toutefois il est réalisé de manière finalement fréquente. Souvent, en fait, on fait l'erreur de faire un test VMA en début de saison et puis plus du tout après. Mais donc finalement, on a une valeur de départ, mais on n'a pas de moyen de dire est-ce que j'ai progressé? Parce que finalement, un test VMA, c'est fait pour s'entraîner, avoir des allures d'entraînement, etc. Et finalement, normalement, on doit les réajuster au fur et à mesure de l'entraînement. Et si on n'a pas régulièrement cette valeur référence de dire OK, j'ai progressé sur ma VMA, OK, etc., c'est difficile. Il y a des choses aussi toutes simples qu'on peut mettre en place déjà avec la fréquence cardiaque et le test VMA. C'est de comparer, de faire un test VMA, de le mettre en relation avec la fréquence cardiaque et de regarder finalement sur un test VMA où je vais atteindre les 21 km/h ou les 20 km/h, on va dire. Je vais faire 2 tests VMA similaires à 20 km/h. Je vais finir avec une fréquence max de 185. Mais par contre, à 18 km/h sur un test, je vais être à 160. Et il y a un autre test, je vais être à 175. Finalement, ça veut dire que j'aurais progressé sur mon seuil anaérobie, ou j'aurais progressé sur cette allure-là parce que j'arriverais à être plus économique. Donc, il y a des petits tips comme ça à utiliser qui peuvent être assez faciles finalement avec une montre comme on a tous. Éviter d'utiliser le capteur de fréquence cardiaque au poignet qui est un petit peu biaisé à mon sens, qui est en fait, il y a beaucoup d'algorithmes de traitement de données qui sont mises à l'intérieur pour la lisser. Préférez plutôt la ceinture cardio. Mais en tout cas, c'est des petits tips comme ça qui peuvent être assez intéressants pour au moins commencer déjà à rentrer dans l'univers de j'essaye de mesurer ma performance, j'essaye de mesurer les différents critères de performance chez moi. Et du coup, finalement, j'essaye de prendre ma performance en main. À quel rythme, tu disais, le test de VMA, il est pertinent de le faire? Le test VMA, c'est déjà bien s'il est fait tous les 3 mois. Un test VMA, honnêtement, ça dure 25 minutes. En plus, globalement, ça peut être une séance d'entraînement, mais ça peut très bien ne pas l'être. Moi, je sais que j'ai déjà réalisé des tests VMA et j'ai enchaîné sur des séances après. Voilà, il faut que ça soit bien sûr harmonisé, il faut que ça soit logique dans la planification. Mais c'est pas parce qu'on va faire un test VMA que ça va. Il y en a qui se disent faire un test, c'est perdre du temps parce qu'on ne peut rien faire à la place. Mais en fait, il suffit peut-être de mettre des petits tests en place, même à l'échauffement. Je sais pas moi, il peut y avoir des tests de souplesse, des tests aussi de hauteur de saut, des tests d'explosivité. Justement, on fait un petit test d'explosivité en mesurant simplement. Il y a une application MyJump qui permet de mesurer la hauteur de saut simplement en filmant la personne. Si on veut savoir si on a progressé sur l'explosivité, toutes les semaines, on fait un saut à l'entraînement. Ça nous fait pas perdre de temps, ça nous fait perdre 2 minutes. Et finalement, on a des données là-dessus sur la progression de l'explosivité. On peut avoir un test VMA tous les 3 mois et finalement enchaîner sur la séance derrière. Ça nous donne des indications tous les 3 mois également sur cette progressivité-là. Et est-ce que la fréquence cardiaque au repos, elle est pertinente dans, on va dire, le niveau de forme et l'état de fraîcheur de l'athlète? Est-ce que ça, c'est des facteurs que vous étudiez également? Alors, faut savoir qu'il y a 3 ans, à la Fédé justement de course d'orientation, on a commencé à avoir justement l'idée de contrôler la charge d'entraînement, de contrôler l'état de forme des sportifs.
Et donc, Olivier et moi, on a fait la formation HRV proposée par Laurent Schmitt, après Manon, qui est une formation du coup sur la variabilité cardiaque et qui prend en compte justement tous ces aspects-là, la fréquence cardiaque au repos et tous les aspects de variabilité cardiaque, c'est-à-dire la variabilité cardiaque, finalement, on va avoir une fréquence cardiaque qui va jamais être stable, même au repos. Et on dit souvent que plus elle est variable, plus ça veut dire que le corps s'adapte, a la capacité de s'adapter à n'importe quel stimuli du corps, et donc plus on va être en forme. Voilà. Et il y a une analyse très précise qui est faite là-dessus. Nous, on analyse les courbes de nos sportifs tous les 2 jours, tous les 3 jours. Et donc, on se rend compte que oui, la fréquence cardiaque au repos peut être un indicateur de forme physique, mais moi, je dirais à prendre avec des pincettes. Il y a d'autres indicateurs aussi qui sont importants. Ça peut être un premier indicateur, c'est-à-dire de rentrer dans ce processus-là. On commence à dire, ok, je commence à mesurer ça, ça me donne des informations en plus. Moi, je pense que le faire, c'est mieux que rien. Mais par contre, on peut aller beaucoup plus loin et à un moment donné, si on veut faire de la performance, notamment même de haut niveau, ou si on va avoir vraiment une vision de performance, c'est des outils qui suffisent pas, quoi. Alors, c'est ce que j'utilise, hein, l'outil AppTools pour contrôler avec la petite jauge, comme une pile, savoir si j'ai 2 traits de batterie ou si je suis pleine charge et tout vert. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Au niveau de la glycémie, est-ce que vous arrivez à la contrôler? Est-ce que vous avez des petits capteurs? Parce qu'on dit souvent, voilà, quand on arrive après un certain temps d'effort, la baisse de performance est bien souvent enregistrée. On a un coup de mou. Est-ce que ça, vous arrivez à le quantifier sur vos tests et sur vos analyses? Alors, sur la glycémie, il y a 2 choses. La première chose, c'est quand on va réaliser un test assez classique en sport d'endurance, un test incrémental ou même un test plateau ou même un step test ou plein de tests à partir du moment où on mesure les échanges gazeux, on va avoir la consommation des glucides et des lipides par simple équation. Donc là, on va avoir des informations déjà pertinentes sur à quelle allure, combien de glucides est consommé, en quelle proportion, etc. Donc ça va être des premières données intéressantes. La deuxième chose, c'est qu'on va pouvoir aussi avoir une mesure grâce aux capteurs Super Sapiens. C'est des capteurs qu'on va placer sur le bras. C'est les mêmes capteurs que peuvent avoir les diabétiques sur cette analyse-là, parce que les diabétiques, eux, après, justement, ils injectent l'insuline par rapport aux données de glycémie dans leur sang. Et nous, on va pouvoir mettre ce capteur Super Sapiens là et avoir un suivi de glycémie pendant, finalement, il reste 2 semaines, ce capteur-là, et avoir ce suivi de glycémie. Voilà. Moi, je l'ai testé. J'ai trouvé ça très intéressant. C'est la glycémie comme ça, en direct, c'est une donnée nouvelle. C'est une donnée pas nouvelle pour les diabétiques, mais c'est une donnée nouvelle pour les sportifs. Et aujourd'hui, même les experts les plus pointus ont du mal finalement à l'interpréter. De dire, ok, ma glycémie augmente, qu'est-ce que je fais? Ma glycémie diminue, qu'est-ce que je fais? Parce qu'en fait, il y a plein de facteurs qui peuvent influencer la glycémie. Je cite un exemple. Moi, je bois un jus d'orange le matin. Il y a un matin où ça fait un gros pic de glycémie, un autre matin où ça fait un gros pic de glycémie. Le 3e matin, je change rien, je fais ça, et j'ai pas de pic de glycémie. Et ça, peut-être que ça s'explique par d'autres facteurs, mais moi, j'ai aucun moyen de le contrôler. Autre chose, la glycémie, quand on va être dans des situations de stress, elle va augmenter beaucoup. Quand on va être dans des situations finalement de sommeil, par exemple la nuit, elle va jamais être très stable, elle va toujours avoir des mouvements vers le haut, vers le bas, des choses comme ça. Donc finalement, c'est une valeur aussi qui est très difficile à interpréter. Nous, on reste justement prudent dans l'interprétation de cette valeur. On a bien sûr des références, etc., sur telle ou telle valeur, si on va être en hypoglycémie, si on va être en hyperglycémie, des choses comme ça. C'est notamment des choses qu'on a visualisées sur le Endless Project. Mais je veux dire, c'est une valeur qui est un petit peu qui demande en fait de la recherche, qui demande du développement, de la recherche de notre part et de la part du milieu scientifique. Donc, vous avez ouvert une porte avec de nouvelles expérimentations, qu'elles soient liées à la glycémie ou liées à l'ensemble de ces tests que vous avez développés et mis en place. Exactement. De toute façon, j'ai envie de dire, les portes ouvertes vers des recherches ou du développement, il y en a des milliers. Aujourd'hui, on est très développé sur les aspects cognitifs et psychologiques. On arrive justement à réaliser des tests psychologiques, cognitifs
qui sont de très haut niveau, qui sont faits aussi avec des experts internationaux, etc. Donc aujourd'hui, on est sans cesse dans le développement de nouvelles choses à proposer aux sportifs. Je pense qu'on est dans peut-être à 10% de ce qu'on pourrait tester aux sportifs. Et nous, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner le sportif sur ce qui est invisible. Donc, le fait de lui apporter finalement une carte en lui disant, ben voilà, ça c'est toi, voilà le chemin que tu dois emprunter, et à l'entraîneur de dire, ben pour emprunter ce chemin, on va faire tel choix. Voilà. Donc, ça permet aux sportifs de mieux se connaître et de savoir sur quel levier appuyer pour être plus performant au final. Tout à fait, tout à fait. Finalement, c'est à ça que serve le test. Le test sert vraiment à savoir, ben voilà, quel est mon potentiel, quel va être aussi finalement les axes de progression, quels vont être les axes de travail pertinents, et également aussi qui va être toutes les données de déshydratation, les données de consommation de glucides, de lipides, qui vont aussi donner des indications sur la stratégie de course. Ok, je dois manger tant de glucides par heure, je dois boire tant d'eau par heure, comment je vais faire, comment je vais adapter ma stratégie, du coup, est-ce qu'il faut que je cours moins vite peut-être pour consommer moins de glucides. Enfin, voilà, il y a tous ces aspects. Finalement, les tests vont avoir un rôle dans l'entraînement, mais vont avoir aussi un rôle dans des aspects stratégiques et même des aspects techniques, finalement. Je vais citer un exemple. Aujourd'hui, il y a une demande d'un entraîneur, c'est de mesurer, comme je l'ai dit tout à l'heure, mesurer l'angulation à laquelle l'athlète est le plus efficace. Il y a deux solutions à ça. Donc, on va mettre des capteurs, etc. On va mesurer, on va dire, l'athlète est plus efficace à telle angulation. Et lui, il va me dire, ouais, mais sur le saut en longueur, en fait, l'efficacité, dans la littérature, c'est dit que c'est à telle angulation que l'athlète est efficace, qu'il y a une angulation différente sur son angulation optimale. Là, en fait, finalement, l'athlète, l'entraîneur, il a deux solutions avec notre mesure. Soit il fait de la prépa physique pour essayer de travailler l'angulation optimale pour qu'elle bouge à l'angulation optimale qu'il veut, ou soit il change la technique pour s'adapter à l'angulation optimale de l'athlète. Et ça, c'est quelque chose, finalement, sans nos mesures à nous, que l'entraîneur n'est pas capable de… Finalement, il n'a pas les clés en main pour prendre cette décision-là, quoi. Et ce regard extérieur que tu peux porter via vos tests sur l'athlète, est-ce que l'entraîneur le voit d'un bon œil? Ou est-ce que c'est vraiment un accompagnement puisqu'il est venu vous chercher? Alors, nous, à savoir qu'aujourd'hui, on accompagne justement les entraîneurs. C'est vraiment notre premier métier. On est là en support. On est là, on répond aux questions des entraîneurs. On répond aux premières problématiques des entraîneurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on travaille la plupart du temps avec des entraîneurs qui nous demandent. Mais forcément, on a des entraîneurs qui pensent qu'on va venir leur piquer leur métier, qu'on va venir piquer une expertise. Mais finalement, en fait, nous, on n'est pas experts dans l'entraînement. Moi, certes, j'ai des compétences en entraînement parce que j'entraîne, mais mon rôle à Sport Testing, c'est pas d'entraîner des athlètes. C'est finalement d'ouvrir un petit peu, de présenter les données à l'entraîneur et de lui ouvrir les yeux, de lui dire, voilà, aujourd'hui, ça, c'est ton athlète. À toi, après, c'est à l'entraîneur finalement de mettre en place une stratégie, de mettre en place un schéma de performance, mais pas à nous. Nous, on est là vraiment en support pour apporter de l'information en plus. On est des consultants un peu, voilà, des consultants de décision, du processus, on va dire, d'aide à la décision, un processus d'aide à la décision pour l'entraîneur, et en aucun cas, on va venir prendre la place à l'entraîneur. Après, il y a certains entraîneurs, on a deux types d'entraîneurs. Les entraîneurs qui sont hyper ouverts, donc les entraîneurs qui vont nous dire, voilà, vous m'apportez des informations hyper intéressantes, j'arrive à changer l'entraînement avec mon athlète, je le vois de manière hyper pertinente. Et en fait, on a les entraîneurs qui vont nous dire, moi, en fait, j'entraîne depuis des années sur cette méthode-là, et c'est cette méthode-là qui marche. Mais en fait, moi, je suis pas forcément d'accord avec ce discours-là de dire, il y a une méthode d'entraînement qui marche. Pour moi, il y a une méthode d'entraînement par athlète. Et il n'y a pas une méthode générale qui va marcher. On le voit très bien dans des groupes d'entraînement. Tout le monde ne progresse pas à la même vitesse. Tout le monde ne progresse pas d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment un facteur de dire, on fait le même entraînement, mais on ne progresse pas à la même vitesse. Pourquoi? En fait, parce qu'on n'a pas les mêmes, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'a pas les mêmes facteurs d'entraînabilité. Et donc, forcément, l'entraînement va peut-être être très pertinent pour quelqu'un et pour quelqu'un d'autre, pas très pertinent. Et ça, aujourd'hui, il y a certains entraîneurs, justement, qui préfèrent
être conservé, un peu conservateur, je les appelle un peu comme ça, des entraîneurs conservateurs qui vont rester dans leur méthode d'entraînement et qui vont pas forcément s'en éloigner. Et aujourd'hui, ça explique un petit peu la culture de l'athlétisme, entre guillemets. La culture de l'athlétisme, c'est de dire, quand je m'entraîne avec un entraîneur et finalement, des fois, des fois, ça se passe très bien pendant toute la carrière et parfois, j'arrive à un moment donné où je stagne, où je me pose pas mal de questions. Et finalement, à ce moment-là, plutôt que de discuter avec l'entraîneur et de changer de méthodologie d'entraînement, on va changer d'entraîneur. Et au final, il y a des athlètes comme ça qui changent régulièrement d'entraîneur parce qu'ils cherchent en fait finalement la méthode qui va leur convenir. Et aussi, la méthode d'entraînement, c'est quelque chose qui peut très bien convenir pendant 1 an. Et après, cette méthode-là, on va arriver au bout de cette méthode et il va falloir changer, etc. Et soit c'est le boulot de l'entraîneur de changer de méthode d'entraînement pour faire continuer à progresser de la tête, soit il n'y a pas d'autre choix que de changer d'entraîneur. Et c'est pour ça que ça explique aussi ce phénomène-là des athlètes qui changent beaucoup d'entraîneurs. Mais tu vois, je pourrais transposer ce côté méthode conservateur à ce que je fais moi au quotidien en tant que prof. C'est-à-dire que si j'ai ma méthode et que je reçois une classe sur laquelle je veux appliquer ce principe-là, ça va peut-être marcher avec 4 ou 5 élèves, mais peut-être que le reste de la classe ne suivra pas. Donc, à moi aussi de m'adapter. Ce que tu fais avec cette individualisation des tests, individualisation des analyses pour chercher la performance de l'athlète, ça me ressemble un petit peu. Tu parlais tout à l'heure du stress et des capacités cognitives. Est-ce que aujourd'hui on peut vraiment développer, booster son mental? J'ai reçu 2 invités avec lesquels on a parlé mental. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez mis en place? Et tu disais que vous aviez des tests qui étaient vraiment pointus. Est-ce que c'est vraiment un facteur de performance, ce qui est plutôt invisible? On a souvent tendance à quantifier l'entraînement par rapport à un nombre d'heures, un nombre de kilomètres, mais tout ce qu'il y a autour, étant moi papa de 2 enfants, une vie de famille, et on a tous sportifs que l'on est, une vie professionnelle derrière. Donc quand tout ça se met en place, l'entraînement n'est pas toujours optimum parce qu'on a toujours des pensées qui viennent un peu les parasiter. Est-ce qu'avec vos tests, il y a moyen de mesurer cette charge mentale et l'impact de l'entourage, de la vie qui gravite autour du sportif? Alors, bien sûr, je vais citer un exemple pour l'illustrer. C'est que, imaginons, on fasse courir un athlète le plus longtemps possible à 10 km/h, par exemple. On va le faire courir 10 km/h et au bout de 6 heures, il va me dire je suis épuisé, je m'arrête. Et à ce moment-là, je vais lui dire non, continue. Il va me dire non, je suis épuisé, je m'arrête. Et à ce moment-là, je vais sortir un pistolet et je vais lui dire continue ou je te tire dessus. Et ben là, il va continuer. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est le mental qui nous fait arrêter. Je dis pas que à tout le temps, c'est le mental qui limite la performance, etc. Mais à un moment donné, il y a cet aspect mental, il y a cet aspect qui va forcément limiter cette performance-là. On a justement un prépa mental avec qui on travaille, Simon Giraud, qui dit souvent et qui cite souvent pas mal de sportifs, qui dit quand les sportifs ils battent leur record, tu leur demandes qu'est-ce qui s'est passé techniquement, ils sont incapables de te décrire. Parce qu'ils rentrent dans un espèce d'état mental de transe finalement, pour aller chercher de l'inconscient et finalement de performance. Donc, bien sûr que c'est un facteur de performance. Nous, on essaye justement de le quantifier. C'est un facteur de performance qui est très difficilement quantifiable, le facteur psychologique et le facteur aussi cognitif, qui sont parfois aussi reliés. Mais c'est un facteur qui est très difficilement quantifiable. Donc, on essaye de mettre justement de nouveaux outils. Et c'est ce qu'on a essayé notamment de faire sur le Endless Project. Alors, parlons-en de ce Endless Project qui a eu lieu donc il y a quelques jours maintenant. Quel était l'objectif et en quoi a-t-il consisté? Qu'est-ce que vous cherchiez à mesurer ou est-ce que c'était juste un coup de projecteur sur Sport Testing? Alors, Endless Project, c'est un vrai projet scientifique de base. C'est Duncan-Périlla qui est venu nous proposer justement. Il voulait se lancer un défi un peu fou. Nous, on voulait lancer un projet scientifique sur quelque chose, sur justement ces aspects mentaux, cognitifs.
Et finalement, se baser sur au départ, on voulait faire un 100 km et c'était la distance parfaite pour finalement essayer de dépasser les limites humaines. Et après, on s'est dit, mais en fait, pour mesurer quelque chose qui n'a pas forcément été déjà mesuré, on va faire partir les athlètes sur le record du monde du 100 km. Donc, le record du monde, c'est une allure qui est de 16,25 à l'heure. Donc, c'est une allure qui est quand même assez rapide, mais qui pour des athlètes de haut niveau, peuvent le maintenir. On s'est dit, on va les faire courir le plus vite possible. C'est-à-dire qu'il y a un de nos athlètes qui nous a dit, j'ai bien aimé l'expression, il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est la ligne d'arrivée qui vient vers toi. C'est-à-dire que quand t'en peux plus, tu t'arrêtes et la ligne d'arrivée, elle est là. Et finalement, c'est quand on regarde la page des résultats de cette expérience, on a des chronos associés à des distances qui sont toutes différentes. C'est-à-dire que le résultat final, ça va pas être une distance comme on peut avoir sur un record de l'heure ou un 24 heures, ni un temps qu'on pourrait avoir sur des courses assez classiques comme un 10 km. Mais là, ça va vraiment être finalement un temps et une distance qu'on aura parcouru à cette vitesse-là. Donc, c'était vraiment ça l'objectif, c'était d'analyser tous les facteurs de cette performance-là. Donc, une semaine à l'avance, on réunissait les athlètes. On a fait tout un protocole justement physiologique, cognitif et psychologique avec des tests de résistance mentale, de résilience, d'endurance aussi cognitive, tous ces aspects-là qu'on a mesurés. Justement, Mélissa en parlerait 10 fois mieux que moi sur les aspects notamment psychologiques et mentaux, parce que c'est elle qui s'en est occupée et c'est elle la spécialiste à Sport Testing. Et c'est des aspects qu'on a vraiment mesurés, qu'on a vraiment quantifiés, et ensuite qu'on a mis en relation avec les résultats finalement le jour de l'événement, c'est-à-dire le jour de la tentative de record du monde. Après, on savait qu'il n'y allait pas forcément avoir record du monde, mais en tout cas, la tentative de tenir le plus longtemps possible sur ces allures-là. Et on a trouvé des vraies corrélations entre les aspects mentaux et les aspects de performance finale, sans que les aspects parfois physiologiques rentrent en compte. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est finalement, on montre aussi l'intérêt de notre cœur de métier, de dire, ce qu'on voit. Parfois, il n'y a pas que ce qu'on voit, il y a aussi tous les aspects qu'on ne voit pas, tous les aspects qui peuvent être mesurables qu'on ne voit pas forcément. Et donc, finalement, ces facteurs-là peuvent aussi être des facteurs de performance. Et combien d'athlètes ont participé à ce Endless Project ? Alors, il devait y avoir 14 athlètes à la base. Malheureusement, on a eu deux petits abandons au départ. Donc, il y a eu 12 athlètes. 12 athlètes, 3 filles, 3 filles, et 9 garçons. Qui se sont élancés sur les bases folles du record du monde, du 100 km. Et du coup, petit à petit, il y avait des abandons, etc. au fil de la course. On a même fait un live que vous pouvez retrouver en rediffusion sur notre page Facebook. Donc, c'était un événement à la fois très sympa puisque c'était un événement commenté où on avait des experts qui venaient nous expliquer justement les différentes voies de progression. On avait également les coureurs qui étaient interrogés à chaque fois, qui s'arrêtaient pour dire pourquoi je me suis arrêté, j'aurais pu continuer, oui, non, pourquoi, comment. Donc c'était finalement hyper intéressant et on essayait de contrôler le maximum de choses possibles, l'hydratation, la nutrition. Avant le test, le matin du test, ils avaient fait un test de HRV aussi. Ils avaient les capteurs de glycémie Super Sapiens. Ils avaient fait tout un suivi psychologique, suivi psychique de leur état de forme mental avant la performance, leur état de stress. On avait aussi plein de facteurs physiologiques qui étaient pris en compte. Donc voilà, la perte, la déshydratation également. C'est vraiment une expérience scientifique à ciel ouvert. On avait voulu mesurer le maximum de choses possibles pour finalement définir les facteurs de performance sur une discipline finalement qui n'est pas pratiquée. Tenir 16,5 km, 25 km/h pendant longtemps, aujourd'hui, il n'y a personne qui le fait. Enfin, c'est pas une discipline olympique, c'est pas une discipline machin. Et donc, il y a peu d'études dessus. Et donc, c'est des facteurs qui sont intéressants à mesurer. Donc, ça ouvre la perspective à d'autres tests de même nature, grandeur nature, sur peut-être des profils différents d'athlètes, mais ce côté test vraiment avec tous les capteurs sur un groupe étalonné, c'est quelque chose que tu as envie de renouveler.
Je pense qu'on va le renouveler, tout d'abord pour l'aspect de défi, et cetera, et c'est quelque chose qui nous a vraiment plu sur les aspects scientifiques et sur les aspects aussi, même les aspects d'organisation, et cetera. C'est vraiment des choses qui nous ont plu, donc on va le refaire. On va peut-être s'associer aussi peut-être à des événements déjà existants pour ajouter vraiment l'aspect scientifique. On a également des universitaires qui nous ont contactés pour finalement partager les données avec eux, pour pouvoir potentiellement écrire des articles, des choses comme ça. Donc ça, c'est des aspects hyper intéressants qui nous, c'est aussi dans notre philosophie, dans notre ADN, de vouloir travailler avec la recherche universitaire et le sportif du terrain. Donc finalement, si on arrive à travailler avec les deux, on aura tout gagné, quoi. Est-ce que j'allais te demander quels enseignements tu avais tirés de ce projet Endless Project et les retombées potentielles de cette analyse sur terrain? Alors, les premiers enseignements, ça va être sur justement les facteurs psychologiques. J'avais pas conscience qu'il pouvait avoir une si grosse corrélation entre les facteurs psychologiques et la performance. Donc ça, c'est juste ouf, c'est juste fou, c'est juste très surprenant et c'est juste, on a envie de dire, faut creuser, faut creuser, faut creuser pour qu'on arrive à apporter de l'information à l'entraîneur pour qu'il optimise ça finalement. Parce que maintenant qu'on les a mesurés, il faut arriver à les optimiser. Et ça peut être aussi le travail des prépas mentales avec qui on travaille. Là également, on est prescripteur, on prend pas la place des prépas mentales, on prend pas la place des nutritionnistes. À chaque fois, on va être sur le conseil, c'est-à-dire on va dire, je te conseille d'aller voir un nutritionniste, je te conseille d'aller voir un prépa mental parce que tu as tel besoin, tel besoin, tel besoin. Donc finalement, ça va être ça le gros enseignement. Et le deuxième enseignement, je dirais que c'est sur la mesure de glycémie, et qui, comme je le disais, peut parfois finalement être assez aléatoire, peut avoir des choses un petit peu, tu vois, on peut s'interroger sur plusieurs choses. Quand on mange finalement pendant la course, est-ce que ça doit faire augmenter la glycémie? Ça fait augmenter la glycémie chez certains athlètes, chez d'autres non. Alors qu'ils mangent la même chose. Parfois, on peut vraiment s'interroger sur ces aspects-là. Et finalement, cette mesure-là est, je pense, importante, mais difficilement interprétable, comme je l'ai dit. Donc là, ça demande aussi de la recherche. Donc, ils étaient psychologiquement à bout, mais est-ce que physiquement, ils avaient vraiment tout donné? Est-ce que dans vos remontées d'analyse, les batteries étaient vraiment à plat pour tous ces athlètes qui se sont arrêtés? Certains non. Certains non, justement, c'est ça en fait. C'est le côté mental parfois qui les a arrêtés. Parfois, il y en a, c'est les aspects physiques, parfois les aspects mentaux. C'est vraiment différent. C'est aussi pour ça que finalement, on est né sport testing. C'est parce que chacun a des limites différentes. Chacun a des facteurs de performance différents. Et avant de savoir ça, on peut pas les savoir. Typiquement, un entraîneur, il va dire, moi, j'ai eu une athlète olympique. Et en fait, le déclic qui a fait que cette athlète olympique, elle a gagné les Jeux olympiques, c'est quand je lui ai dit que la ligne d'arrivée, elle était 10 mètres plus loin. Et il va reprendre une autre athlète et il va lui dire ça. Et l'autre athlète, en fait, ça va rien lui dire, quoi. Elle va très bien dire, ok, cool, c'est 10 mètres après, ouais, et ça va pas changer la performance. Parce que ça se trouve, à l'autre athlète, il faudra lui dire quelque chose de différent. Voilà. Et c'est ça aussi, finalement, là, c'était un exemple vraiment grossier, mais c'est vraiment ça que nous, on travaille tous les jours pour réaliser ça, quoi. Alors, quelle perspective de développement pour Sport Testing? Le seul laboratoire itinérant en Europe, on a la perspective des JO donc de Tokyo cette année, décalée d'un an. Paris qui se profile en 2024. Est-ce que ça, c'est un enjeu pour toi et pour les personnes qui t'accompagnent au quotidien? Alors bien sûr, c'est un enjeu. Bien sûr, c'est un enjeu pour nous. Aujourd'hui, notre enjeu, c'est d'accompagner le plus possible de sports olympiques, le plus sportif de sportifs olympiques. Pas forcément pour dire, on accompagne tant de sports olympiques, mais simplement pour qu'on soit plus performant en fait. C'est nous, notre but, c'est ça, hein. Moi, je suis heureux quand le sportif il est plus performant, entre guillemets, qu'il nous écoute ou pas, justement. C'est ça aussi c'est l'aspect important. Donc la perspective des Jeux en 2021, en 2024, elle est certes hyper importante. Ça fait aussi sens avec nous, avec le partenariat qu'on a fait avec le CREPS, là qu'on est en train de lancer aussi avec le CNSN, sur ce lien de partenariat, justement, où on peut ajouter une compétence à leurs compétences à eux, où on peut finalement avancer ensemble dans le même objectif, d'aider les athlètes à être plus performants.
Et donc forcément, on y pense. On travaille aussi forcément avec des fédérations. On veut travailler encore avec pas mal de monde. Donc typiquement, la semaine dernière, il y a 2 semaines, on était en Suisse avec la Fédération suisse d'athlétisme. Donc voilà, on travaille pas que avec un public français non plus. Mais à un moment donné, on travaille aussi avec ceux qui sont demandeurs de ce genre de choses. Et donc nous, à partir du moment où on nous propose un projet qui nous plaît et avec qui on se pense que ça va être pertinent, on y va. On a la chance aujourd'hui, j'ai envie de dire, d'être notre. C'est ça aussi l'entrepreneuriat, d'être nos propres chefs, de décider avec qui on va travailler. Donc, si le projet nous plaît, on se lance les 2 pieds dedans, quoi. Donc bientôt, vous allez prendre votre envol et quitter cet incubateur pour développer une plus grosse structure peut-être? Alors, on ne sait pas. L'idée de centre est toujours dans notre tête, de modéliser Sport Testing finalement dans un centre à Grenoble ou ailleurs. Voilà, on ne sait pas encore. C'est toujours dans notre tête, notamment pour l'accompagnement du sportif finalement amateur, le sportif compétiteur, le sportif de tous les jours, qui lui justement aimerait plus avoir un lieu de rassemblement pour venir peut-être s'entraîner aussi à cet endroit-là, pour venir réaliser des tests, etc. C'est plus facile que de le rassembler dans une ville, tel jour, telle date. Là, au moins, il aura les créneaux toute la journée pour venir se faire tester. Donc, ça peut être une idée. D'ailleurs, il y a des centres qui fonctionnent comme ça aujourd'hui en France. Mais notre idée, c'est vraiment de se développer à fond sur le sport professionnel et le sportif, on va dire, de haut niveau pour l'instant. Et on va dire de pas forcément quitter l'accélérateur qu'on a actuellement, l'incubateur, le village dans les prochains mois. On compte bien y rester encore un petit peu. Mais en tout cas, on voit vraiment on a un objectif, c'est de dépasser finalement tous les objectifs. Donc, à chaque fois qu'on a des objectifs, on les coche. Finalement, une semaine après, ils sont faits. Donc, notre développement va assez rapidement parce que d'un œil un peu intérieur, on a l'impression que ce qu'on fait, ça sert à quelque chose. Les entraîneurs aussi. On a l'impression qu'il y a une sorte de demande aussi, du coup, de ces entraîneurs-là, qui se passe un petit peu le mot. Et donc, c'est hyper intéressant pour nous et hyper intéressant aussi pour les entraîneurs. Et puis, vous avez des connexions. Enfin, il doit y avoir un gisement du côté de Grenoble sur ces sportifs jeunes entrepreneurs entre Nolio, Alexandre et François, et Run Motion Coach avec Guillaume et Romain. Il y a de beaux talents dans la région. Il y a une pépinière. Il y a d'excellents talents dans la région. Venez habiter à Grenoble. Hein. Je fais de la pub pour Grenoble aussi en même temps. Non, mais je pense que c'est pas forcément le hasard. Grenoble, c'est une ville qui représente bien le sport, qui représente bien le sport aussi, autant amateur que professionnel, autant que de haut niveau. Et aussi, c'est aussi une mentalité. On a tout de suite cherché à se rapprocher ensemble. On s'est dit, mais finalement, on est dans le même domaine, dans le sport, on fait pas la même chose. Quelle synergie on peut trouver? Et finalement, on est arrivé à trouver des synergies. Donc là, que ce soit avec Nolio, on a fait un partenariat justement. Run Motion, il y a un partenariat justement aussi qui s'est signé. Il y a d'autres acteurs de la région, finalement, comme le Krebs, comme également beaucoup d'autres, l'université pour laquelle on travaille également, les sportifs de haut niveau de l'université pour lesquels on est prestataire. Donc, j'ai envie de dire, c'est un écosystème qui commence à se développer petit à petit à Grenoble et qui prend de l'envergure puisque, comme je l'ai dit, on est allé en Suisse, on est allé dans le sud de la France, on est allé dans le nord de la France. On avait des demandes même à l'étranger, en Outre-mer également, qu'on n'a pas pu satisfaire à cause du Covid encore, mais qui sont repoussées finalement au mois futur. Donc, voilà, on espère pouvoir se développer encore et dans ce sens-là et à l'aide de nos partenaires aussi. Bon, et Jonas, à titre personnel, là, cette fois-ci, l'athlète, tu disais avoir quelques petits bobos en début d'épisode. Quels seront tes objectifs sportifs pour 2021? Il n'y a pas de compète, donc ça va être difficile pour toi, le compétiteur. Même en off, non, il n'y a pas de choses qui t'animent? Si, il y a des choses qui m'animent. Moi, j'aimerais bien justement arriver à retrouver, là, je vais reprendre pas mal la course à pied. J'aimerais bien arriver à retrouver un niveau que ça soit sur route, que ça soit sur piste et même également dans les crosses pour pouvoir, d'une part, challenger mes athlètes aussi. J'aime bien challenger mes athlètes en présentation. On s'est retrouvés plusieurs fois sur des crosses FFSU ensemble. Et au final, c'est challengeant, quoi. Quand je les bats, ça les pique un peu au mental. Quand ils me battent, ça me pique un peu moi. Donc ça, c'est assez challengeant. J'aimerais bien se retrouver ce niveau-là.
Et aussi, simplement pour prendre plaisir, pour faire finalement reprendre l'entraînement avec les copains, etc. dans le groupe d'entraînement. Donc voilà, pas forcément d'objectifs chiffrés, mais des objectifs finalement de retrouver ma performance que j'avais avant, sans me blesser. Bon, c'est tout ce qu'on te souhaite pour 2021. Sur quel réseau, sur quels médias on peut retrouver l'actualité de Sport Testing ? Alors, vous pouvez retrouver l'actualité de Sport Testing sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Instagram, et également notre activité plutôt axée sur le sport professionnel et au haut niveau, sur LinkedIn également. Notre aventure entrepreneuriale aussi sur LinkedIn qu'on décrit assez souvent. Donc voilà, je vous invite à rejoindre ces réseaux-là et notre site internet aussi qui est disponible, donc sporttesting.fr. Bon, merci Jonas pour tous ces éléments liés à la performance sportive. Si les gens souhaitent entrer en contact avec toi, qu'ils n'hésitent pas. Et puis peut-être une session de test en région centre, si l'occasion se présente. Aucun problème, on sera au rendez-vous en région centre si on nous invite, il n'y a aucun problème là-dessus. Merci Sébastien. Merci d'avoir donc répondu favorablement à cette invitation, hein, jeune entrepreneur comme le sont les amis de Nolio et de RunMotion. Donc, il y a vraiment des pépites en France à découvrir. Donc, allez visiter le site de Sport Testing et cette actualité. Ouais. Donc, un grand merci, Jonas. Merci. Je les ai croisés d'ailleurs. Nolio, ils faisaient leur footing. Ils ont leurs locaux juste à côté des nôtres et ils faisaient leur footing quand on mangeait dans le parc. Donc, je leur passe le coucou. Bon, le bonjour est passé. Pour les auditeurs, je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.